Bonsoir à tous et bienvenue dans cette dernière vidéo du chapitre sur la croissance. Puisqu'après, la prochaine fois qu'on se verra, ce sera pour une vidéo de sociologie. Et si vous avez la flemme de regarder dans votre livre, je laisse le suspense sur le prochain chapitre. Alors, dans cette dernière vidéo, on va voir un petit peu comment tricher quand on mesure la croissance. Tricher quand on mesure la croissance, c'est très simple et ça repose sur 3 petites astuces. Astuce numéro 1. Vous voulez tricher en mesurant la croissance. Vous parlez de la croissance. Quand on parle de croissance par défaut, sans rien ajouter, en réalité, on parle de croissance en valeur et non de croissance en volume. Donc la différence entre quelque chose qui est mesuré en valeur et la différence entre quelque chose qui est mesuré en monnaie, voilà, je viens de spoiler, c'est terrible. La différence entre quelque chose qu'on veut mesurer en valeur et quelque chose qu'on veut mesurer en volume, c'est la monnaie. Si vous voulez mesurer quelque chose en volume, que ce soit des biens ou des services, vous allez compter le nombre de choses qui ont été produites, le nombre de services produits, rendus, ou le nombre de biens produits. Si maintenant vous comptez en valeur, vous comptez avec la monnaie, c'est-à-dire que vous prenez en compte la valeur des biens et services qui ont été rendus. Mais là où c'est un petit peu subtil, c'est que la monnaie, ce n'est pas quelque chose d'intangible. La valeur de la monnaie évolue en fonction de l'inflation. Je vous rappelle que l'inflation, c'est la hausse générale des prix et des salaires. C'est-à-dire que si vous avez un taux d'inflation de 2%, vous avez une croissance de 3%. En réalité, la croissance en volume n'est que de 1%, puisqu'il faut retrancher les 2% d'inflation, qui ne correspondent qu'à une croissance en volume et non en valeur. C'est la monnaie qui s'est dilatée, la valeur de votre monnaie a augmenté, ce qui fait que vous avez une croissance en valeur du PIB, mais pas forcément en volume. Vous pouvez même avoir une croissance en valeur et une récession en volume. Si vous avez un fort taux d'inflation, vous avez une inflation qui est autour de 10%, du coup vous êtes mal barré. Et comme vous avez une très forte inflation, la production va diminuer. Vous aurez donc une augmentation de production en valeur et une diminution en volume. C'est tout à fait possible. Première astuce pour tricher, si vous êtes président de la République ou ministre des Finances, quand vous présentez le PIB, vous présentez un PIB en valeur et non pas en volume. Il suffit que vous ayez un petit peu d'inflation et tout seul, le PIB en valeur augmente. C'est magique, c'est beau. Donc, et par défaut, bien sûr, quand on vous parle d'un PIB, c'est toujours un PIB en valeur et non pas un PIB en volume. Un PIB en volume, on dit également de lui qu'il est déflaté. On a retiré le taux d'inflation. Donc on a fait ce néologisme plutôt vilain. On dit la déflation, enlever le taux d'inflation. Ensuite, on peut s'appuyer sur la croissance de la population. Si la population augmente d'1% par an et que le PIB augmente d'1% par an, alors là vous avez une croissance en valeur et en volume, ça pas de souci, tout va bien. Mais si dans la mesure du PIB, ce qui vous intéresse, c'est de voir si globalement les habitants disposent de plus de biens ou de plus de services, si vous leur offrez de meilleures conditions de vie. Si par croissance vous entendez accroissement, amélioration des biens et des services offerts à vos habitants. Dans ce cas-là, si la croissance suit simplement la croissance, enfin si la croissance économique suit la croissance démographique, ça fait beaucoup de croissance du coup, en fait vous n'avez pas de croissance économique réelle, puisque en fait simplement votre croissance économique suit la croissance de la population. Ce qui veut dire que alors vous avez plus d'habitants, il y a donc plus d'offres, plus de biens et de services pour vos habitants, mais chaque habitant n'a pas plus de biens et de services pour lui. C'est juste que comme vos habitants sont plus nombreux, du coup il y a plus de biens et de services à leur disposition. Mais chacun reçoit la même quote-part, la même partie, le même pourcentage de biens et de services total. Donc les conditions de vie de vos habitants ne se sont pas améliorées. Allez, dernière petite astuce. Alors là pour le coup ça fait appel au fait qu'on est dans une économie globalisée, mondialisée, et qu'on étudie différents pays entre eux. Hein, le problème, si vous vous souvenez bien, on mesure le PIB avec la valeur ajoutée, donc la monnaie. Et chaque pays ou groupe de pays a sa propre monnaie. Ce qui fait que si vous voulez comparer le PIB de la France et des États-Unis, la monnaie est un obstacle, puisque les États-Unis payent en dollars et nous payons en euros. Donc comment faire? Tout simplement, on va convertir soit l'un soit l'autre. En général, la monnaie qu'on utilise par défaut pour mesurer les PIB, ça reste encore le dollar, même si l'euro est de plus en plus utilisé. Et à l'avenir, sûrement le yuan chinois. Le yuan, c'est la monnaie des Chinois. Eh bien, dans ce cas-là, vous allez transformer la monnaie d'un pays en monnaie d'un autre pays. Vous voulez mesurer le PIB en dollars du Ghana et des États-Unis. Bon, vous transformez la monnaie du Ghana, donc je ne sais pas comment elle s'appelle, en dollars.
Dans ce cas-là, le piège, c'est que vous n'avez pas forcément un PIB en parité de pouvoir d'achat, qu'on appelle un PIB en PPA, parité pouvoir d'achat. Ce qui fait que le revenu d'un Ghanéen, vous allez pouvoir le comparer en dollars avec le revenu d'un Américain. Bon, si vous avez 30 000 $ de revenus annuels, vous n'allez pas du tout avoir les mêmes conditions de vie aux États-Unis et au Ghana. Au Ghana, on va vous considérer comme quelqu'un de riche, vous allez pouvoir avoir accès à un nombre de biens et de services important. Aux États-Unis, on va plutôt vous considérer comme faisant partie de la classe moyenne. Si vous gagnez 1000 € mensuels, bah, ça ne fait pas du tout le même effet si vous gagnez 1000 € mensuels en France si vous gagnez 1000 € mensuels dans un pays dit en voie de développement. Hein, vous allez avoir un pouvoir d'achat qui va être beaucoup plus important dans le pays en voie de développement que dans le pays déjà développé. Bon, même si une notion de développement, ça reste assez relatif. Du coup, pour éviter ça, on fait le PIB en parité de pouvoir d'achat. C'est-à-dire, avec cette unité monétaire-là, je peux acheter une baguette de pain, quel que soit le pays, ça me donne accès à une baguette de pain. Peut-être qu'aux États-Unis, la baguette de pain vaut 1 $, et peut-être qu'au Ghana, la baguette de pain, dans ce cas-là, il me faudrait 20 $. Et là, du coup, on voit bien qu'effectivement, nos 30 000 $ annuels, ils ne vont pas du tout nous donner accès à la même gamme de biens et de services. Donc attention, quand on compare les PIB entre deux pays, à bien regarder si j'ai la parité du pouvoir d'achat ou pas. Et dernière petite chose, donc dans le PIB déjà, forcément ça ne va pas compter tout ce qui est économie souterraine, tout ce qui est travail domestique. Pour compter le PIB, en fait on prend les feuilles d'imposition des entreprises, on regarde la richesse créée déclarée, et ensuite on fait de belles additions et ça nous donne le PIB. Forcément, si vous avez une activité au black, vous ne payez pas d'impôts, du coup votre activité n'est pas déclarée, du coup on ne peut pas la prendre en compte pour la richesse. On estime qu'en moyenne, dans le monde, il y a à peu près 10% de la création de richesse qui correspond à du travail noir et qui n'est pas compté dans la croissance mondiale, dans le PIB mondial. Et pareil, même chiffre, on estime qu'il y a à peu près 10% du temps dans la vie d'une personne qu'elle consacre au travail domestique. Vous qui faites la vaisselle, vous qui tondez le gazon, c'est du travail domestique, on ne vous paie pas. Donc logiquement, ça ne rentre pas dans le PIB, dans la création de richesse, et pourtant c'est du travail. On est tous d'accord que, avant de faire la vidéo, j'ai fait la vaisselle, c'est pas marrant, ça m'a pas plu. Mais pourtant, voilà, on ne me paye pas pour ça. Et dernière chose, alors le PIB, la croissance dont je vous parle, c'est une croissance économique. Ça mesure la somme des richesses qui est créée. On peut vivre dans un pays très riche et être très très pauvre. On peut vivre dans un pays très pauvre et être très très riche. Le PIB d'un pays, ça ne représente pas nécessairement la richesse des habitants. Ça ne représente pas forcément non plus la richesse moyenne. On peut avoir une richesse moyenne, on va dire, semblable à un pays de l'OCDE, un pays comme la France, avec en fait de très grands écarts où vous avez une minorité de la population qui est milliardaire et une grande majorité de la population qui vit dans un grand dénuement. Donc attention à ça. Et pour évaluer les conditions de vie des habitants, on emploie plutôt un autre critère, là, qui est un critère que vous connaissez de géographie, l'IDH, l'indicateur de développement humain, qui va prendre à la fois l'économie, l'éducation, l'accès aux biens et aux services de base, qui permettent aux êtres humains de vivre dans ce qu'on estime être de bonnes conditions. On peut avoir un écart très important à l'intérieur d'un pays entre son IDH, son indicateur de développement humain, les conditions de vie qu'il offre à ses habitants tout simplement, et la richesse économique d'un pays. Le PIB, n'oubliez jamais, c'est quelque chose qui mesure les richesses créées par des entreprises. C'est un indicateur qui est purement économique et qui n'a pas vocation, on l'utilise parfois pour mesurer la richesse des habitants, vous dites, voilà, ça c'est un pays qui est très très riche. Déjà, c'est un pays où les entreprises sont très très riches. Après, il faut voir si le pays en lui-même ça le rend riche, est-ce que les entreprises payent des impôts, est-ce qu'il y a des impôts tout court, est-ce qu'il y a de l'évasion fiscale, enfin, c'est pas forcément parce qu'il y a une forte création de richesse dans un pays que ça veut dire que le pays en lui-même est riche. Si le pays est riche, en général, quand on dit ça, ça veut dire que l'État est riche, ce n'est pas forcément le cas. Et ça n'a absolument rien à voir avec les habitants. C'est pas parce qu'il y a beaucoup de richesses qui sont créées dans un pays que mécaniquement, nécessairement, ça veut dire que les habitants sont heureux, en bonne santé. On peut être riche et malheureux, on peut être pauvre et heureux, riche et malheureux, il n'y a absolument aucun souci à ça. L'argent ne fait pas le bonheur, même s'il y contribue. Et la richesse d'un pays ne mesure pas le bien-être des habitants. Vous pouvez être dans un pays riche et être en mauvaise santé. Par exemple, les États-Unis, c'est encore aujourd'hui le pays le plus riche et le plus puissant du monde. Pourtant, il y a énormément de gens qui sont mendiants, clochards aux États-Unis, des gens qui n'ont pas accès à des soins et une éducation élémentaire, parce que ce sont des gens qui sont pauvres et qu'aux États-Unis, ils ont un système qui est très différent du nôtre où absolument tout est payant. Voilà. Donc, en résumé, le PIB, la croissance en économie, ce n'est pas nécessairement
le bien-être des habitants, c'est même plutôt rarement le bien-être des habitants. Ça ne prend pas en compte toutes les créations de richesses, richesses domestiques et économies souterraines ne sont pas comptées, et on peut un petit peu tricher quand on présente la croissance de son pays. On peut tricher en jouant sur la valeur, le volume. J'ai une croissance, mais en fait c'est parce qu'il y a de l'inflation, donc d'une certaine façon, oui, il y a croissance, mais ça dépend de ce que vous entendez derrière le mot croissance. Est-ce que vous produisez plus qu'avant? Si c'est juste de l'inflation, non. Il y a croissance parce qu'il y a augmentation de la population, donc si par croissance vous entendez amélioration du nombre de biens et de services, augmentation du nombre de biens et de services pour les habitants, bon, si on a croissance qui correspond à la croissance de la population, non. Et quand on va mesurer entre différents pays, n'oubliez pas la parité du pouvoir d'achat. La même somme d'une même monnaie, déjà n'a cours que dans un État ou un groupe d'États particulier, et ça ne veut pas dire pour la même somme de monnaie que vous allez pouvoir toujours acheter la même chose dans tous les pays du monde. Absolument pas. Voilà, je vous remercie de votre attention, je vous souhaite une bonne soirée ou une bonne nuit, et j'espère que cette série de vidéos sur la croissance vous a plu et vous a permis de vous initier à la complexité de la croissance. Voilà, j'espère que vous serez un jour ministre de l'économie, que vous trouverez la formule magique, la recette pour relancer la sacro-sainte croissance qui est si chère à tous nos indicateurs, tous nos économistes. Je vous souhaite une très bonne soirée.